routier voit une jeune femme attachée en haut d'un arbre, et le vent commence à faire tomber la structure. Alors, il fait ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et commentez pour me dire de quelle ville vous me regardez. Je veux vraiment savoir si mon histoire vous a plu et apprendre à mieux vous connaître. Alors abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre aide. Il y a des choses qu'on transporte dans la vie qui ne sont ni des bagages, ni un chargement, qui n'ont pas un poids qu'une balance puisse mesurer. C'est le genre de choses qui restent logées au fond du cœur, bien tranquilles, et qui ne se manifestent que lorsque le monde se tait. Pendant les longues nuits sur la route, par exemple, à ces heures-là, quand le reste de la France dort et que tu es seul avec le ronronnement du moteur et la ligne blanche qui défile sous les roues comme une rivière sans fin, alors oui, alors ça remonte, sans demander la permission, sans se soucier de savoir si tu es en état de le recevoir ou non. Je m'appelle Roland Fournier, 52 ans, routier depuis 23, né et élevé à Aurillac, dans le Cantal. Fils de muletier qui n'a jamais touché le volant d'un camion, mais qui s'y connaissait en route comme personne. Mon père disait que la route, ce n'est pas un endroit où l'on s'arrête. C'est un lieu de passage. J'ai cru ça pendant des années. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Parce que certains passages laissent des marques. Certains passages deviennent le lieu même. Cette nuit d'octobre, je roulais sur la N88. Le tronçon qui traverse les hauts plateaux de la Lozère avant d'arriver à Mende avec une cargaison de ciment en sac que j'avais chargé à Saint-Étienne la veille. Route connue, bitume correct, ciel sans lune. Il était presque 4 heures du matin. La radio captait par intermittence une émission de vieilles chansons françaises qui allaient et venaient au gré des virages dans la montagne, et je laissais faire, parce que le grésillement entre deux morceaux était presque une compagnie. Il y a longtemps que j'ai appris à me contenter de presque. La séparation d'avec Nadine avait eu lieu il y a 3 ans ce mois-ci. Non pas que je compte les jours, je le savais, c'est tout. De la même manière que je sais quand ça fait 1 an qu'un chargement a mal tourné ou qu'un accident a failli virer à la tragédie. Certaines dates restent gravées dans le corps, pas dans la tête. Nadine avait demandé la séparation un lundi matin, avec un calme qui m'avait plus effrayé que n'importe quel cri aurait pu le faire. Elle a dit que ce n'était pas un manque d'amour. Elle a dit que c'était un excès de silence, et je comprenais. Je comprenais si bien que je n'ai pas pu contester un seul de ses mots, ce qui a probablement confirmé tout ce qu'elle disait. Raphaël avait 22 ans quand nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, elle en a 24. Et ça fait presque 2 ans qu'on ne se parle plus vraiment. Il n'y a pas eu de dispute, pas de porte claquée, pas de moment précis où les choses se sont brisées. C'était comme le mauvais asphalte. Ça se fissure lentement, si lentement qu'on ne s'en rend pas compte. Et un jour, on regarde, et c'est déjà plein de nids de poules. Je sais que j'ai été un père absent. Je sais que la route est devenue une excuse au-delà du raisonnable. Mais savoir une chose et réussir à la changer sont 2 pays différents, et j'ai toujours été mauvais pour franchir les frontières. Cette nuit-là, je pensais à ça. Pas exprès. La pensée est venue toute seule, comme elle venait toujours sur ce tronçon spécifique de la N88, peut-être parce que c'était le point le plus silencieux du trajet, là où les hauts plateaux se referment des 2 côtés et où l'on sent que le monde s'est réduit à la largeur de la chaussée. Je pensais à la dernière fois que j'avais vu Raphaël à un déjeuner d'anniversaire pour ma mère à Aurillac, où nous étions restés à la même table pendant 4 heures sans réussir à tenir une conversation plus de 3 minutes. Elle, le regard fuyant. Moi, avec mes grandes mains inutiles autour d'un verre de jus, ma mère feignant que tout était normal, avec la compétence de quelqu'un qui a pratiqué cette feinte pendant des décennies. J'ai rétrogradé dans le virage serré avant la descente. Je connais ce virage comme ma poche. Peut-être mieux, car ma poche, je ne la regarde pas tous les jours. Et ce virage, je le prends au moins 1 fois par semaine depuis des années. C'est pourquoi lorsque les phares du Scania ont balayé le bord de la route et illuminé le grand figuier qui se dresse contre le talus, j'ai vu.
J'ai vu, et pendant quelques secondes, je n'ai pas compris ce que je voyais. Il y avait une silhouette humaine, prisonnière au sommet de l'arbre. J'ai freiné doucement, de manière contrôlée, sans à-coup qui aurait pu déstabiliser la cargaison. Je me suis arrêté sur le bas-côté, le moteur tournant, les phares toujours braqués sur l'arbre. J'ai cligné des yeux 2 fois, comme si ça allait dissiper la confusion dans ma tête. Ça n'a rien résolu. Elle était toujours là. La silhouette d'une jeune femme à environ 6 mètres du sol, les bras écartés et attachés au tronc, avec ce qui semblait être des sangles de bâche, le vent d'octobre, secouant les branches avec une force qui faisait gémir le figuier tout entier comme du vieux bois. Et elle, immobile, complètement immobile, la tête légèrement penchée, ses cheveux dénoués lui fouettant le visage. Je suis descendu du camion sans couper le moteur. Mes pieds ont touché l'asphalte, et la chaleur d'octobre était encore là, même à cette heure, irradiant du sol avec cette persistance des plateaux qui ne refroidissent jamais vraiment, l'odeur de la terre sèche et de feuilles brûlées au loin. Les cigales quelque part dans la garrigue, constantes et indifférentes à tout. « Hé !» ai-je appelé, et ma voix est sortie plus rauque que je ne l'attendais, enrouée par des heures de silence. « Hé, ça va? Rien? Le vent ?» Le figuier qui gémit. « Je monte pour vous aider. N'ayez pas peur. Ce n'était ni de l'entraînement, ni de la technique. C'était juste ce qui venait. » J'ai grimpé au figuier en m'agrippant aux branches les plus épaisses, le tronc rugueux m'écorchant l'avant-bras, le cuir de mes chaussures glissant une fois sur un nœud du bois avant de trouver prise. 6 mètres d'un vieux figuier, ce n'est pas rien, mais j'ai grimpé. Quand je suis arrivé assez près, j'ai vu son visage. Jeune, la vingtaine peut-être. Des cheveux sombres pleins de feuilles et de brindilles. Les poignets attachés avec de la sangle d'arrimage, le genre qu'on utilise pour fixer les bâches sur le camion, résistante, difficile à nouer. Les yeux ouverts, me regardant, sec de cette sécheresse particulière de quelqu'un qui a déjà versé toutes ses larmes et n'a plus rien en réserve. Ce n'était pas de la peur dans son regard, c'était de l'épuisement. C'était quelqu'un qui était arrivé au bout de quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Je vais couper ça », ai-je dit, avec le couteau suisse que j'ai toujours dans la poche droite de mon pantalon. « Vous pourrez vous accrocher à mon cou quand j'aurai coupé, d'accord ?» Elle n'a pas répondu, mais quand j'ai coupé la première sangle et que son bras gauche a été libéré, elle l'a posé doucement sur mon épaule avec un soin qui m'a semblé étrange pour la situation, comme si elle avait peur de peser trop lourd. J'ai coupé la 2e sangle. Je l'ai tenue par la taille, pendant qu'elle trouvait son équilibre sur les branches. Nous sommes descendus ensemble, lentement, en silence total, et quand ses 2 pieds ont touché le sol, elle est restée debout 1 seconde. Puis s'est assise dans l'herbe au bord de la route et a regardé droit devant elle sans rien dire. Je suis resté debout à côté d'elle un temps que je n'ai pas su mesurer. Le moteur du Scania ronronnait doucement sur le bas-côté. Les cigales continuaient. Le vent balançait la cime des arbres avec un bruit d'eau qui coule. « Vous avez besoin d'un médecin ?» ai-je fini par demander. Elle a secoué la tête. « Non. Besoin de la police ?» Un autre geste négatif. « Vous avez faim ?» Elle a tourné son visage vers moi pour la première fois depuis que j'étais descendu de l'arbre. Elle m'a regardé avec ses yeux épuisés et a dit, d'une voix qui n'était presque rien, « Je ne sais pas, je ne sais pas. » C'était la réponse la plus honnête que quelqu'un pouvait me donner à ce moment-là. Et pour une raison que je ne saurais expliquer, elle m'a touché d'une manière qu'aucune réponse plus articulée n'aurait pu le faire. J'ai dit, « D'accord, on va s'asseoir dans le camion. Il y a un peu de fraîcheur avec la clim. Et après, on décidera. » Elle s'est levée sans aide, a secoué les feuilles de ses cheveux avec ses doigts, dans un geste mécanique, et s'est dirigée vers le Scania, les bras croisés sur sa poitrine, comme quelqu'un qui a froid par une journée chaude. Je l'ai suivie, en gardant assez de distance pour ne pas l'effrayer, assez proche pour la rattraper si elle tombait. À l'intérieur du camion, avec la clim au minimum et la radio presque muette, elle s'est installée sur le siège passager, enlaçant ses genoux. Elle n'a pas dit son nom, elle n'a pas dit ce qui s'était passé.
Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle est restée à regarder le pare-brise avec cette présence absente de quelqu'un qui est ailleurs. J'ai pris une petite bouteille d'eau qui était dans le porte-gobelet et je l'ai posée dans l'espace entre nous. Elle l'a prise, en a bu la moitié, l'a reposée. J'ai bu l'autre moitié. Et puis j'ai remis le camion en mouvement, doucement, de retour sur la route, sans lui demander si elle voulait partir ou rester. Parce qu'il était clair pour moi, avec la clarté simple des nuits sur la route, que rester sur ce bas-côté sombre n'était une option pour aucun de nous deux. La première station-service avec un relais ouvert se trouvait au Puy-en-Velay, à une 40aine de kilomètres. Je le savais par cœur. J'ai décidé d'y aller sans rien dire, de laisser le silence faire le travail que parfois seul le silence sait faire. Les vieilles chansons sont revenues à la radio, faibles mais présentes, et les hauts plateaux sombres défilaient des deux côtés comme un couloir sans fin. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas si je faisais ce qu'il fallait ou si je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Mais je savais, avec cette certitude qui vient des tripes, pas de la tête, que cette femme ne pouvait pas rester seule à ce moment-là. Et peut-être, juste peut-être, que moi non plus. Il y a des choses qu'on comprend sur la route qu'on ne peut comprendre nulle part ailleurs. La solitude nocturne a une qualité spécifique qui affine les sens, qui enlève les couches d'éducation et de calcul pour ne laisser que ce qui est humain, brut et sans vernis. À cette heure-là, fendant l'obscurité des plateaux avec une inconnue serrant ses genoux sur le siège à côté de moi, j'étais juste un homme qui avait trouvé quelqu'un dans le besoin et qui s'était arrêté. C'est aussi simple que ça, c'est aussi compliqué que ça. Le relais du Pinson est apparu au détour d'un virage avec ses lumières allumées, orange et blanc, comme toujours la nuit. Cette sensation d'oasis au milieu de nulle part que tout routier connaît bien. J'ai garé le Scania avec précaution, j'ai coupé le moteur et je suis resté une seconde à la regarder avant de sortir. Il y a un relais ici. Je vais commander un café. Si vous voulez manger quelque chose, vous pouvez demander. Elle n'a pas répondu, mais quand j'ai ouvert ma portière, elle a ouvert la sienne et elle est descendue. Ce fut le début. Je ne savais pas encore que ce relais, avec son odeur de graisse, de café un peu trop infusé et sa télévision qui hurlait à plein volume à 4h30 du matin, deviendrait l'un des endroits les plus importants de ma vie. Je ne savais pas encore que la femme à mes côtés, avec des feuilles dans les cheveux et les poignets meurtris, portait une souffrance aux racines si profondes qu'il faudrait des mois pour qu'elle se révèle entièrement. Je ne savais pas encore qu'elle s'appelait Solène Durand, qu'elle avait 27 ans, et que cet arbre n'avait été ni folie ni désespoir passager, mais la conclusion douloureuse d'un processus qui avait commencé bien avant cette nuit-là. Je ne savais rien de tout ça. Je savais juste que le café était prêt sur le comptoir, que la femme à la caisse nous a regardés avec ce mélange de méfiance et de sollicitude, de celle qui a vu beaucoup de choses en de nombreuses années de relais routiers, et que lorsqu'elle a posé les 2 tasses sur la table sans nous faire payer, j'ai compris que certains gestes se passent d'explication. Je me suis assis en face de Solène. Elle a regardé le café. Elle a posé ses 2 mains autour de la tasse chaude doucement, comme si la chaleur était quelque chose dont elle avait oublié l'existence. Et elle est restée comme ça, silencieuse, avec la vapeur montant entre son visage et le mien, pendant que la télévision hurlait et que les plateaux au dehors attendaient que le jour se lève. Je n'ai rien demandé, pas encore, mais quelque chose avait changé cette nuit-là, au fond de mon cœur, dans un endroit que j'avais verrouillé il y a des années, en oubliant où était la clé. Je n'aurais pas su le nommer si j'avais essayé. C'était juste une sensation nouvelle en territoire ancien, comme quand on passe sur une route connue de nuit et que la lumière change tout, et qu'on se dit « mince ». Je n'avais jamais vu ce tronçon comme ça. Comme ça. Le café a refroidi avant que l'un de nous deux ne prononce un vrai mot. Zélie, la patronne du relais, était une femme de 61 ans, avec des cheveux blancs noués en un chignon bas et un tablier bleu qui semblait avoir été lavé si souvent que la couleur avait décidé de s'en aller d'elle-même.
Elle est restée derrière le comptoir à nous observer avec cette attention discrète de celle qui a appris à lire les situations sans avoir besoin d'explication. Elle n'a rien demandé. Elle a réchauffé une barquette de sauté de poulet avec du riz qui restait du dîner et l'a posée sur la table entre nous sans faire payer, avec le naturel de quelqu'un qui fait ça régulièrement, comme si servir des inconnus à 4 heures du matin faisait partie du menu. Solène a regardé l'assiette un moment, puis elle a mangé. Lentement, sans lever le visage, les coudes sur la table, ses poignets meurtris apparaissant chaque fois qu'elle bougeait les bras et je faisais semblant de ne pas voir. J'ai mangé aussi. Moins par faim que pour qu'elle n'ait pas à manger seule face à quelqu'un qui ne ferait que la regarder. La télévision au mur passait une émission de téléachat, du genre où la présentatrice montre une poêle avec l'enthousiasme de quelqu'un qui vient de découvrir le feu. Le volume était trop fort pour l'heure. Personne n'est allé l'éteindre. Quand Solène a terminé, elle a poussé son assiette sur le côté et a gardé les mains sur ses genoux. Puis elle a dit, sans me regarder, « Solène, je m'appelle Solène Durand. »« Roland, ai-je répondu. « Roland Fournier. » Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà, comme si le nom était une formalité qui devait être accomplie, et c'est tout. Nous sommes restés en silence à nouveau, mais c'était un silence différent maintenant, moins lourd, comme lorsque la pression change avant la pluie. « Vous passez souvent par ici ?» a-t-elle demandé, toujours sans me regarder. « Toutes les semaines, trajet Saint-Étienne-Rodez, au retour je passe par là. » Elle a de nouveau hoché la tête et resté silencieuse. Puis, « Vous n'allez pas demander ce que je faisais sur cet arbre. » Ce n'était pas une question, c'était une observation, un peu prudente, comme quelqu'un qui teste le sol avant de poser le pied. « Non, ai-je dit, je ne vais pas le faire. » Elle a tourné son visage vers moi pour la première fois depuis que nous étions assis. Elle m'a regardé d'une manière directe qui m'a surpris, car ça ne correspondait pas à l'épuisement que j'avais vu là-haut sur le figuier. C'était un regard qui évaluait, qui mesurait. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi avant de répondre. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que je voulais trouver les mots justes, chose que j'arrive rarement à faire. Parce que quand vous voudrez raconter, vous raconterez. Et si vous ne voulez pas, c'est bien aussi. Elle est restée à me regarder une seconde de plus. Puis elle a tourné son visage vers la télévision, où la présentatrice montrait maintenant un jeu de couteau avec le même enthousiasme que pour les poêles. « Tout le monde veut savoir », a-t-elle dit, tout bas, presque pour elle-même. Toute l'histoire, le début, le milieu, la fin, comme si j'étais un problème à résoudre. « Je ne suis pas doué pour résoudre les problèmes, » ai-je répondu. « J'ai déjà du mal avec les miens. » C'est là qu'elle a laissé échapper quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui avait le même poids. Un mouvement rapide au coin de sa bouche, involontaire, qui a disparu avant de se fixer. Mais je l'ai vu. Zélie est passée près de la table pour ramasser des verres et a fait semblant de ne rien remarquer. Je l'ai vu échanger un regard rapide avec Solène. Un regard qui a duré une demi-seconde et qui contenait une quantité de choses que je n'ai pas comprises à ce moment-là. J'ai seulement réalisé que Zélie connaissait cette jeune femme et que cette reconnaissance avait laissé la patronne du relais blême un instant avant qu'elle ne reprenne contenance. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Vers 5h30, quand le ciel à l'extérieur a commencé à s'éclaircir de ce violet sale qui précède l'aube sur les plateaux, Solène a dit qu'elle devait y aller. Elle n'a pas dit où. Elle a demandé à être déposée à l'entrée d'un chemin de terre à environ 2 kilomètres de là, disant qu'elle avait de la famille dans le coin. Sa voix n'exprimait ni gratitude, ni soulagement. Seulement cet épuisement de quelqu'un qui a déjà tout dépensé et qui fonctionne sur les restes. Je l'ai conduite où elle a demandé. Quand elle est descendue du camion, elle a dit merci sans me regarder et s'est mise à marcher sur le chemin de terre en direction du paysage qui commençait à prendre des couleurs avec la lumière naissante. Je suis resté arrêté sur le bas-côté pendant environ 2 minutes, le moteur en marche, regardant sa silhouette disparaître dans la fine poussière que le vent soulevait. Puis j'ai repris ma route. J'avais une livraison à faire.
Mais la semaine suivante, quand je suis passé au relais du Pinson, elle était là, pas en tant que cliente ou passagère perdue. Elle était derrière le comptoir, avec le tablier bleu identique à celui de Zélie, servant un café à un chauffeur de bus qui feuilletait un journal plié en deux. Elle a levé les yeux quand je suis entré, n'a pas montré de surprise. Je n'en ai pas montré non plus, mais mon cœur a eu un soubresaut que j'ai senti jusque dans ma gorge. Zélie l'avait embauché le matin même où j'avais laissé Solène sur le chemin de terre. J'ai appris plus tard que Zélie lui avait offert le poste sur le champ, pendant que je payais le café, en murmurant rapidement à la jeune femme que si elle avait besoin de travail, il y en avait ici, sans poser de questions, sans exiger de référence. La plupart des bonnes choses qui se passent dans ce pays sont faites de ce genre de gestes, discrets et sans fanfare. Je me suis assis sur mon tabouret habituel, dans le coin du relais, là où la fenêtre donne sur le parking et où l'on peut voir le camion garé. Solène a apporté le café sans que je le demande. Elle m'avait déjà vu en commander avant, elle avait deviné. Elle l'a posé sur la table sans rien dire. J'ai dit merci, elle est partie sans répondre. Ça s'est répété pendant 3 semaines. J'arrivais, elle servait, on ne se parlait pas. C'était une cohabitation construite sur un silence intentionnel, et je ne forçais pas les choses parce que je comprenais, de la même manière que je comprends quand un chargement a besoin de plus de temps pour se tasser avant de pouvoir démarrer. La 4e semaine, avant de partir, j'ai laissé un morceau de papier plié sur la petite table. C'était une serviette en papier, du genre qu'on trouve dans le distributeur en plastique rouge. J'ai écrit mon numéro de portable et en dessous j'ai mis « Au cas où vous auriez besoin d'un lift pour retourner à l'arbre, pour en descendre cette fois. » C'est sorti de travers. Ça sonnait trop lourd ou trop léger, je ne sais pas. Je m'en suis rendu compte 2 secondes après avoir laissé le papier et j'étais sur le point de revenir le prendre quand j'ai vu dans le reflet du frigo à boissons Solène plier la serviette et la mettre dans la poche de son tablier sans la jeter. Elle ne l'a pas jetée. Je suis parti avec ça dans la poitrine tout le long du trajet jusqu'à Rodez. De cette manière dont une petite pensée occupe parfois plus de place qu'elle ne le devrait. Les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petites choses du genre qu'on ne remarque que lorsqu'on fait attention sans le vouloir. Solène avait l'habitude de commencer des phrases et de ne pas les finir, comme si les mots exigeaient un prix qu'elle n'était pas disposée à payer entièrement. Elle disait « j'allais » et ça restait en suspens. Elle disait « une fois j'ai essayé » et changeait de sujet. Je ne complétais pas, je ne tirais pas les verres du nez, je ne demandais pas. Je laissais l'espace ouvert, comme une porte qu'elle pouvait franchir ou non. J'ai appris qu'elle aimait le café fort sans sucre, qu'elle nettoyait le comptoir avec un chiffon toujours dans le même sens, de gauche à droite, et que lorsqu'elle était nerveuse, elle se mordillait légèrement l'intérieur de la lèvre inférieure, chose qu'elle ne remarquait probablement même pas. J'ai appris qu'elle était intelligente, d'une intelligence qui semblait avoir été souvent utilisée contre elle, le genre d'intelligence qui analyse tout et tombe quand même, parce que l'analyse n'est pas une protection quand l'affect est déjà entré en jeu. C'est un jeudi pluvieux de novembre qu'elle a parlé pour la première fois d'Éric, pas par son nom. Elle a dit « une personne » avec un ton qui rendait tout adjectif inutile. Elle a dit qu'elle avait passé 4 ans avec cette personne. Elle a dit qu'au début, ça ne ressemblait pas à ce que c'est devenu. Elle a dit que c'est difficile à expliquer parce que personne ne croit qu'on peut se perdre soi-même lentement. Les gens pensent qu'il y a un moment, un tournant, un jour où l'on se réveille différent. Mais il n'y en a pas. C'est millimètre par millimètre, si graduel qu'on le confond avec de la croissance. J'ai écouté sans l'interrompre. La pluie battait sur le toit en tôle du relais avec ce bruit qui éloigne le reste du monde et crée un espace clos où les mots restent. J'ai coupé les ponts avec ma mère, a-t-elle dit en regardant le comptoir. Ma mère a essayé de me prévenir et j'ai coupé les ponts. Après, je n'avais plus personne à appeler. Elle est restée silencieuse un moment. Alors je suis allé sur cet arbre. Je n'ai pas dit que je comprenais, parce que je ne comprenais pas, pas complètement. J'ai juste dit que j'écoutais.
Elle m'a regardé avec ce regard d'évaluation que je connaissais déjà, puis est retournée au comptoir, à son chiffon nettoyant de gauche à droite. « Vous avez des enfants ?» a-t-elle demandé, de dos. « J'ai une fille, Raphaël, 24 ans. Et vous vous parlez ?» La question était directe, sans fioriture. C'était la manière de Solène quand elle avait décidé de faire confiance. Elle n'y allait pas par 4 chemins. « Pas beaucoup, ai-je dit. C'est ma faute. » Elle est restée silencieuse un moment. Puis, au moins, vous savez à qui est la faute. Il y a des gens qui passent leur vie à inventer à qui est la faute. Je n'ai pas répondu. Mais ça, c'est resté. C'est resté avec la consistance des choses simples et vraies qui, pour cette raison, collent à la peau. La pluie a cessé vers midi. Le soleil est revenu en force. Ce soleil de novembre sur les plateaux qui semble vouloir rattraper le temps perdu. Et l'odeur de terre mouillée est entrée par la fenêtre ouverte, mélangée au diesel du parking. 2 camions se sont garés dehors. Zélie est sortie du bureau au fond du relais. L'activité a repris, et Solène est retournée au travail avec cette efficacité silencieuse qu'elle mettait en tout. Je suis resté une 20aine de minutes de plus que nécessaire. J'ai pris un 2e café que je n'avais pas demandé parce que Solène l'a posé sur la table sans demander. Et j'ai compris là que la voix à sens unique était devenue à double sens à un moment donné sans que je m'en sois rendu compte. Avant de partir, Zélie m'a appelé à part, avec cette manière discrète de quelqu'un qui ne veut pas être vu en train de prendre quelqu'un à part. Elle m'a dit, et tout bas, que Solène avait dormi les 2 premiers jours sur un matelas dans la réserve parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Que l'homme qu'elle avait quitté était connu dans la région, qu'il avait un nom, qu'il allait à la messe. Que Zélie avait eu peur mais ne l'avait pas renvoyé parce qu'elle ne pouvait pas. « Elle ne doit pas savoir que je t'ai dit ça », a dit Zélie. « Elle ne le saura pas », ai-je répondu, et elle ne l'a pas su. Mais ça a changé quelque chose dans le poids que je portais déjà. Ça a ajouté une couche qui n'était pas la mienne et qui pourtant pesait, de la même manière que la douleur des autres nous colle parfois à la peau sans demander la permission. La semaine suivante, Solène m'a servi le café, a posé à côté une tranche de gâteau au yaourt que Zélie avait fait ce matin-là et a dit sans cérémonie « Vous venez chaque semaine le jeudi. » « Oui. » « Pourquoi ?» C'était la 2e fois qu'elle me posait cette question directe, sans fioriture. J'ai réfléchi avant de répondre, de la même manière que je réfléchis quand le tronçon est difficile et que la décision est importante. « La main, parce que c'est sur ma route, » ai-je dit. Elle m'a regardé. Elle savait que c'était un demi-mensonge. Je savais qu'elle le savait. Mais aucun de nous n'est allé plus loin ce jour-là, parce que parfois le demi-mensonge est l'espace dont 2 étrangers ont besoin pour continuer à le devenir un peu moins, sans s'effrayer mutuellement. Elle est retournée au comptoir. J'ai mangé le gâteau au yaourt. Dehors, les plateaux séchaient rapidement sous le soleil de novembre, et quelque part au bord du parking, un rouge-gorge s'est mis à chanter en répétant la même note, comme quelqu'un qui apprend encore la chanson, mais n'abandonne pas. Décembre est arrivé avec cette chaleur à fendre les pierres et une sécheresse qui laissait le paysage couleur paille du matin au soir. Les cigales hurlaient sans arrêt, assourdissant le silence qui restait, et l'asphalte de la N88 ondulait de chaleur à l'horizon comme si la route respirait. J'avais changé ma pause au relais du Pinson de 15 à 40 minutes, et je me mentais à moi-même en disant que c'était à cause de l'ombre de l'auvent du parking, qui était meilleure que dans n'importe quel autre relais du tronçon. Solène n'a plus demandé pourquoi je venais. Je n'ai pas expliqué. Nous sommes restés comme ça, dans une sorte d'accord tacite que ni l'un ni l'autre n'avaient signé mais que tous 2 respectaient. C'est en décembre que j'ai su le nom de l'homme. Éric Lambert, 41 ans, propriétaire d'une entreprise de BTP de taille moyenne au Puy-en-Velay, un nom en ville, un habitué de la banque, à la messe le dimanche à la cathédrale. Solène a prononcé le nom un matin de chaleur extrême, en passant, comme quelqu'un qui lâche une pierre lourde qu'il portait et fait semblant que ça ne l'a pas soulagé. Elle me tournait le dos, rangeant les bouteilles d'eau dans le frigo, et a dit « Son nom est Éric Lambert, au cas où quelqu'un te demanderait. » Et n'a rien dit de plus. N'est pas revenu sur le sujet. Je ne connaissais pas l'homme.
Mais le nom est resté, ce même jour plus tard, quand le coup de feu du déjeuner était passé et que Zélie était allée se reposer une vingtaine de minutes dans sa chambre au fond, Solène s'est assise pour la première fois sur le tabouret de l'autre côté de ma table. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a posé les coudes sur le plateau, le menton dans les mains, et a regardé par la fenêtre le parking écrasé de chaleur un moment avant de parler. 4 ans, a-t-elle dit. 4 ans, et je n'arrive pas à expliquer aux gens pourquoi c'est compliqué. Les gens pensent que c'est simple, que tu vois, que tu pars, que c'est fini, mais il n'y a pas un jour où tu te réveilles en pensant. Aujourd'hui, je vais perdre un autre morceau de moi, c'est que tu fais confiance, et tu laisses faire, et quand tu regardes, tu as déjà tout laissé. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Il m'a présenté à ma famille comme si j'étais un cadeau. Et j'y ai cru. Et quand ma mère a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, j'ai cru qu'elle était jalouse, qu'elle ne voulait pas me voir heureuse. J'ai coupé les ponts avec ma mère à cause de ça. Elle s'est arrêtée, s'est mordu le coin de la lèvre. 4 ans plus tard, j'étais sur un arbre à 3 heures du matin et je n'avais personne à appeler. Le soleil frappait de biais par la fenêtre poussiéreuse et éclairait la moitié de son visage de cette lumière de décembre qui n'épargne personne. Elle avait des cernes profonds et une façon de tenir son propre visage avec ses mains qui semblait à la fois protection et abandon. « Votre mère va bien ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si la question était inattendue. « Oui, au Puy-en-Velay, à 8 kilomètres d'ici. » Une pause. Je n'ai pas encore appelé. Pourquoi? Parce que je devrais expliquer. Et je ne sais pas comment expliquer que je me suis autant trompé sans avoir l'air d'une idiote. Une mère n'a pas besoin d'explication, ai-je dit. Du moins, pas de ce genre. Elle m'a regardé une seconde, puis a de nouveau regardé par la fenêtre. Vous parlez comme quelqu'un qui sait. Je parle comme quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui le regrette. Elle est restée silencieuse avec ça. Moi aussi. Dehors, une mésange s'est posée sur le rétroviseur du Scania, est restée 2 secondes, puis est partie. La chaleur continuait d'onduler sur l'asphalte. C'est Zélie qui a forcé le destin, sans le vouloir. Un après-midi de la semaine suivante, elle a téléphoné à la mère de Solène. Elle connaissait Agnès Durand depuis des années, de la même ville, et avait simplement appelé pour dire que sa fille allait bien et travaillait là. L'effet a été celui d'une pierre jetée dans un lac immobile. Le lendemain, un après-midi de pluie fine de fin décembre, une Fiat grise est entrée lentement sur le parking du Pinson et s'est garée à côté de mon Scania. J'étais en train de finir mon café quand je l'ai vue par la fenêtre. J'ai vu Solène, derrière le comptoir, se figer en voyant la voiture. J'ai vu la couleur quitter son visage en 1 seconde, et j'ai vu la femme qui est descendue de la Fiat grise, la cinquantaine, cheveux poivre et selle dénouée, robe à fleurs mouillée de pluie sur les bords, restée plantée à l'entrée du relais, les mains croisées devant elle, comme quelqu'un qui ne sait pas si elle est la bienvenue ou non. Agnès Durand. Je l'ai su avant toute présentation. Ce qui s'est passé dans les 40 minutes qui ont suivi a été la chose la plus lourde à laquelle j'ai jamais assisté sans en comprendre la moitié. Je suis resté dans le camion à faire semblant de vérifier des papiers qui n'avaient pas besoin d'être vérifiés, la vitre légèrement ouverte et la pluie faisant assez de bruit pour que personne ne m'entende faire semblant de ne pas entendre. Elles sont restées à la table du coin, celle qui est la plus éloignée du comptoir. Zélie a disparu à l'arrière avec une discrétion qui ne vient que de la pratique. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu les corps. J'ai vu Agnès tendre la main par-dessus la table vers Solène 2 fois, et Solène ne pas la prendre la seconde fois. J'ai vu Solène secouer la tête avec cette raideur que je connaissais déjà, la raideur qu'elle utilisait quand elle protégeait quelque chose en elle. J'ai vu Agnès s'essuyer les yeux avec le dos de la main lentement, sans drame, à la manière de quelqu'un qui pleure si souvent qu'il a déjà maîtrisé la technique. Après une 40aine de minutes, Agnès s'est levée, a dit quelque chose qui a fait baisser les yeux de Solène vers la table et est partie. Elle s'est arrêtée à la porte 1 seconde avant de sortir, comme si elle s'attendait à être rappelée. Elle ne l'a pas été. Elle est sortie. Je suis sorti du camion 5 minutes plus tard.
Je suis entré, j'ai commandé un autre café, je me suis assis sur mon tabouret habituel. Solène l'a apporté sans rien dire. Elle est restée debout de l'autre côté du comptoir, son chiffon à la main, regardant la surface en formica comme si elle y voyait autre chose. « Elle est partie, » a dit Solène. « Pas à moi. Au comptoir. »« Elle est revenue, » ai-je répondu. « C'est déjà un début. Solène n'a rien dit. Mais elle n'est pas partie à l'arrière du relais. Elle est restée là, et je suis resté de mon côté du comptoir. Et pendant un moment, nous sommes restés comme ça, séparés par 1 mètre de formica, et un silence qui pesait d'une manière différente d'avant, moins fermé, plus du genre qui précède quelque chose. C'est cette semaine-là que Nadine est entrée dans l'histoire sans y être invitée. Je ne le savais pas. Je ne l'ai su qu'après, quand il était trop tard pour que l'information n'ait pas fait les dégâts qu'elle a fait. Nadine avait découvert, par Agnès, sa cousine au second degré, un lien que je n'avais jamais fait, que je m'arrêtais au pinson avec cette régularité et que c'était moi qui avais descendu Solène du Figuier cette nuit d'octobre. Nadine et moi ne nous parlions plus que le strict nécessaire depuis la séparation. Une cordialité fonctionnelle qui servait à gérer les affaires qui nous liaient encore. Principalement Raphaël. La réaction de Nadine, quand Agnès lui a raconté, n'a été celle que personne n'attendait. Elle n'a pas été jalouse. Elle a eu peur. Parce que Nadine savait quelque chose sur Éric Lambert qu'elle avait gardé pour elle pendant des années à la demande d'une amie. Ce n'était pas un crime, ce n'était pas de la violence, c'était une dette morale du genre qui n'a pas de procès, pas de commissariat, seulement un poids. Éric avait convaincu Gérard Durand, le père de Solène, dont je ne savais même pas encore qu'il existait dans cette histoire, de signer un contrat de société ruineux des années auparavant. Quand l'affaire a coulé, Gérard était tombé dans une maladie silencieuse. Une honte qui s'est transformée en distance, qui s'est transformée en absence, que sa fille avait interprétée comme un abandon pendant des années, sans en connaître la cause réelle. Et il y avait plus. C'était Éric lui-même qui avait présenté Solène à son père lors d'une fête de village au Puy-en-Velay, avant que quiconque ne réalise ce qui se tramait. Ça, Nadine le savait, et elle savait que si Solène le découvrait, toute la structure de ce qu'elle avait vécu prendrait une forme nouvelle, plus sombre, de quelque chose qui avait été calculé depuis le début. Nadine m'a appelé un mercredi matin, au milieu d'un trajet, alors que j'étais sur une ligne droite de la nationale, près de Sévérac d'Aveyron. J'ai répondu en haut-parleur. Elle a été directe comme elle l'a toujours été quand quelque chose comptait. « Roland, cette fille du relais, Solène Durand. Oui. Son père est vivant. Il est à Marvejols. Il s'est éloigné d'elle par honte, pas par abandon. Tu dois savoir ça avant que quelqu'un ne dise une bêtise au mauvais moment. » Je suis resté silencieux un moment, les lignes blanches de la route défilant sous les roues, le soleil de décembre sur le pare-brise. « Comment tu sais ?» ai-je demandé. « Parce que j'aurais dû le dire avant et je ne l'ai pas fait. Une pause. Ne dis pas que c'est moi. » Elle a raccroché. J'ai fait la livraison à Rodez, j'ai passé la nuit sur une aire de repos à Millau, et le chemin du retour le lendemain a été le plus lent que j'ai fait depuis des années. Non pas à cause du trafic, mais du poids dans ma tête. Je portais une information qui n'était pas la mienne, et qui allait tout changer, pour une personne qui avait passé des années à croire que son père avait simplement disparu. Je suis arrivé au Pinson le jeudi matin tôt, avant le coup de feu. Solène était seule à la caisse, Zélie encore dans son bureau. J'ai commandé un café, je me suis assis, j'ai attendu qu'elle l'apporte. Quand elle a posé la tasse sur la table, j'ai dit lentement « Vous avez dit une fois que votre père était parti. » Elle s'est immobilisée. Je l'ai dit. Il est à Marvejols. Le silence qui a suivi a eu une qualité différente de tous les silences que j'avais partagés avec elle jusqu'alors. C'était un silence qui prenait de la place. Elle est restée debout avec le plateau à la main, les yeux fixés sur moi, et j'ai vu là, à cette seconde, le sol se dérober sous ses pieds en temps réel. « Comment vous savez ?» La voix est sortie toute petite. Je l'ai appris. Peu importe comment. Ce qui compte, c'est qu'il n'est pas parti parce qu'il ne voulait plus être là.
Il est parti par honte, pour quelque chose qu'on lui a fait, pas qu'il a fait. Elle a posé le plateau sur le comptoir, lentement, avec le soin de quelqu'un qui doit être prudent pour ne pas tomber. Quelle chose! Je ne savais pas tout, j'en savais assez. J'ai raconté ce que je savais. Le contrat, l'affaire qui a coulé, la maladie, la distance qui avait grandi de la honte et non du désintérêt. Je n'ai pas encore parlé du lien avec Eric. Ça nécessitait du temps et le bon endroit, et je n'avais ni l'un ni l'autre à ce moment-là. Solène est restée debout, à côté du comptoir, un temps que je n'ai pas pu mesurer. Le soleil de décembre frappait de biais par la fenêtre poussiéreuse, comme il l'avait fait l'après-midi où elle m'avait parlé de ses 4 ans. La même lumière, une situation entièrement différente. « J'ai besoin qu'on m'emmène à Marvejols », a-t-elle dit enfin, d'une voix basse mais ferme. « Je passe par là vendredi », ai-je répondu. C'était un mensonge. Je devrais changer tout mon itinéraire, perdre un petit fret, réorganiser la livraison. Je ne l'ai pas dit, et elle n'a pas demandé, parce qu'elle avait appris à recevoir ce qui était offert sans exiger le coût comme condition. Le vendredi matin tôt, le Scania était sur le parking du Pinson à 7 heures et Solène était à la porte du relais avec un petit sac sur l'épaule et les cheveux attachés. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est montée, a posé le sac sur ses genoux comme elle l'avait fait avec ses genoux cette première nuit d'octobre et est restée à regarder droit devant elle pendant que je quittais le parking et prenais la route. Le paysage des deux côtés était doré et sec de décembre, ce doré qui semble beau de loin et qui de près n'est que sécheresse. La nationale longue et droite, le moteur en vitesse de croisière, la radio éteinte, parce que ni l'un ni l'autre n'avait demandé et ni l'un ni l'autre n'en avait eu besoin. 90 kilomètres d'un silence chargé qui pesait d'une manière que je connaissais, le poids de quelqu'un, allant à la rencontre de quelque chose qui peut tout changer sans savoir si le sol tiendra le coup en arrivant. Je connaissais ce poids. Je portais sa version avec Raphaël depuis presque 2 ans. Je ne l'ai pas dit, mais j'y ai pensé. Avec le soleil frappant le pare-brise et la route s'ouvrant devant, que parfois on a besoin de voir quelqu'un affronter la chose qu'on n'a pas réussi à affronter pour comprendre qu'il est encore temps d'essayer. Il était encore temps. Marvejols se réveillait doucement ce vendredi matin. Il était presque 9 heures quand le Scania est entré dans la ville par l'avenue principale. Ce genre d'avenue de province qui a des platanes sur le terre-plein central et des commerces des deux côtés encore fermés par des grilles. Une boulangerie ouverte, 2 ou 3 retraités sur un trottoir, un chien traversant lentement sans regarder de côté. La vie au rythme que la vie a quand elle n'est pressée par rien. Je me suis arrêté à un café que Solène a indiqué. Elle n'a pas dit qu'elle le connaissait de visites anciennes à son père, mais je l'ai deviné à la façon dont elle a regardé la façade. Ce regard qu'on a pour les endroits qui existent à 2 époques en même temps. « Il habite à 3 rues d'ici », a-t-elle dit. Son sac sur les genoux et les yeux rivés devant. « D'accord. Je ne sais pas ce que je vais dire. Pas besoin de le savoir avant. » Elle a tourné son visage vers moi, m'a regardé une seconde, avec ce regard d'évaluation que j'avais appris à reconnaître des mois plus tôt sur le figuier. « Tu vas attendre ? » « Je vais prendre un jus de pomme artisanal, » ai-je répondu. « Tu peux prendre tout le temps qu'il te faudra. » Elle est descendue, est restée un moment sur le trottoir avec son sac sur l'épaule, le soleil tapant sans pitié, puis s'est mise à marcher en direction des 3 rues sans se retourner. Je suis entré dans le café, j'ai commandé le jus et je suis resté. Le café avait une télévision à bas volume, un ventilateur de plafond qui tournait lentement, et une odeur de friture matinale. Le patron n'a rien demandé. Il m'a apporté mon jus et est retourné derrière son comptoir. Je suis resté là pendant 2 heures. Avant de continuer notre histoire, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, je compte sur votre aide. Ça aide beaucoup. Revenons à l'histoire. Pendant ce temps, j'ai bu 2 jus et j'ai ouvert 3 fois le contact de Raphaël sur mon téléphone. La 3e fois, je suis resté à regarder son nom un long moment avec le bruit du ventilateur en fond, et j'ai senti dans ma poitrine cette chose que tout père absent connaît,
La distance que vous avez vous-même créée prenant la forme d'une douleur que vous seul pouvez défaire. Je n'ai pas envoyé de message, mais je suis resté à regarder. Et ça, pour moi, c'était déjà plus que ce que j'avais fait en 2 ans. Quand Solène est revenue, j'ai su, avant qu'elle n'ouvre la porte du café, que ça avait été difficile. Les épaules légèrement voûtées, la démarche plus lente, les yeux baissés, c'était la démarche de quelqu'un qui a fait une chose nécessaire et coûteuse et qui mettra du temps à savoir si ça en valait la peine. Elle s'est assise de l'autre côté. Le patron a apporté de l'eau sans qu'on le lui demande. Il a pleuré, a-t-elle dit après un moment. Je n'ai rien dit. On est resté 2 heures sur le balcon sans réussir à se parler vraiment. Il n'arrête pas de s'excuser pour des choses qui ne sont pas de sa faute, et moi je veux lui dire que ce n'est pas la peine, mais alors il s'excuse à nouveau. Elle a pris le verre d'eau, en a bu la moitié. C'est comme 2 sourds qui essaient de s'entendre. Mais vous êtes resté là, ai-je dit. On est resté. Alors ce n'était pas pour rien, elle est restée silencieuse un moment. Puis, il va venir au Puy-en-Velay. Il a dit qu'il voulait être plus près. Une pause. J'ai dit d'accord, je ne sais pas si j'étais prête. Parfois, pas besoin d'être prêt, ai-je répondu. Parfois, tu dis oui et puis tu te prépares en cours de route. Elle m'a regardé avec ce regard, puis a regardé par la fenêtre. Tu dis ça par expérience ou par espoir? J'ai réfléchi avant de répondre. Les deux, le voyage de retour a été différent. Solène a dormi une 40aine de minutes à la hauteur de la Canourgue, le menton contre la vitre. J'ai réduit la vitesse sans raison technique. Quand elle s'est réveillée, elle est restée silencieuse à regarder le paysage, puis a dit « Quand j'étais petite, mon père m'emmenait pêcher dans le lot. Je n'aimais pas pêcher, mais j'y allais. Il savait que je n'aimais pas ça, et m'emmenait quand même, parce que c'était la seule façon qu'il connaissait d'être ensemble sans avoir besoin de parler. Je n'ai rien dit. » Elle a continué. « Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'avait pas changé. C'est toujours le même homme qui ne sait pas parler, sauf que maintenant, je sais que ne pas parler, ce n'est pas la même chose que ne pas ressentir. » Elle a fait silence, le paysage défilant des 2 côtés. « Tu es comme ça aussi, a-t-elle dit en passant, sans accusation. » J'ai dégluti. Je n'ai pas répondu, mais je n'en avais pas besoin. Gérard est revenu au Puy-en-Velay en mai, a loué une chambre simple et a commencé à apparaître au Pinson les mardis et jeudis matins pour prendre le café avec sa fille. Il arrivait toujours à la même heure, commandait toujours le même café au lait et restait une demi-heure assis sur le tabouret du coin avec cette timidité de quelqu'un qui réapprend à occuper l'espace qui lui appartient. J'ai été le témoin de tout cela de loin. Éric Lambert a continué à se montrer au relais avec cette présence calculée de quelqu'un qui sait que le simple fait d'apparaître est une pression suffisante. Il commandait un café, laissait sa voiture garée trop longtemps, partait sans avoir rien fait de concret. Zélie a commencé à fermer plus tôt. J'ai commencé à retarder mon départ de Saint-Étienne de 20 minutes pour passer au moment où Solène était la plus seule à la caisse. Je ne le lui ai jamais dit. Elle n'a jamais demandé pourquoi j'arrivais toujours à cette heure-là. Il y avait entre nous un langage qui fonctionnait sans mots, construit en des mois de café, de silence et de petites présences calculées. Et ce langage était fragile, de la même manière que tout ce qui n'a pas été dit à voix haute est fragile. En mars, le langage s'est fissuré. Raphaël est apparu au relais un mardi matin sans prévenir. J'étais assis sur mon tabouret habituel. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai regardé et j'ai vu ma fille, 24 ans, les cheveux courts, différents de ce dont je me souvenais, et un ventre de 5 mois dont j'ignorais l'existence. Le monde s'est arrêté une seconde. Elle m'a regardé depuis l'embrasure de la porte, avec un regard qui était plusieurs choses à la fois, surprise, détermination, et en dessous de tout, cette rancœur spécifique de la fille qui a grandi en regardant la chaise vide de son père aux moments importants. Nadine lui avait donné l'adresse, avec la logique de celle qui croit que forcer la rencontre est mieux que d'attendre. Raphaël est entré, est venu jusqu'à ma table, ne s'est pas assise. « Je suis venue te demander quelque chose », a-t-elle dit, d'une voix ferme qu'elle n'avait pas quand elle était petite et qu'elle a dû apprendre en mon absence. « Tu peux demander. »
Bah, pourquoi tu arrives à être là chaque semaine pour une inconnue, mais tu n'as pas pu être là pour mes 15 ans? La question n'était pas injuste. Elle n'avait pas de réponse facile. Solène était figée derrière le comptoir. J'ai senti son regard sur moi sans la regarder. Il y avait entre nous trois un poids de non-dit que je n'ai pas su calculer. J'ai dit les mauvaises choses dans le mauvais ordre. J'ai dit qu'elle me manquait, la seule chose vraie. Mais c'est sorti trop tard, après les excuses, et Raphaël avait déjà reconstruit le mur avec les briques que j'avais moi-même empilées. Elle est partie. Je suis resté assis avec le café froid devant moi et les mains autour de la tasse. Exactement de la même manière qu'au déjeuner d'anniversaire de ma mère 2 ans plus tôt. Rien n'avait changé. C'est Solène qui a parlé, plus tard, sur le parking, en fin d'après-midi. « Tu sais exactement ce dont les autres ont besoin », a-t-elle dit, sans colère. « Et tu n'arrives pas à voir ce que tu dois, toi. » Je n'ai pas répondu. Je suis allé au camion, j'ai pris la route, j'ai dormi sur une aire de repos près de l'A75, avec le moteur éteint et le silence pesant d'une manière que je n'attendais pas. Mais je n'ai pas pu arrêter d'y penser. En juin, j'ai appelé Raphaël. J'ai appelé tôt le matin, garé à Clermont-Ferrand. Ça a sonné 3 fois et j'étais sur le point de raccrocher quand elle a répondu. « Salut, papa. » Sa voix. 2 ans sans entendre sa voix dire ce mot sur ce ton. J'ai mis une seconde à parler. « Salut, Raph. » L'appel a duré 4 minutes. Il a été haché et difficile, avec des silences que je n'ai pas su combler. Mais elle n'a pas raccroché. Elle est restée en ligne. Et quand ça s'est terminé, ce n'était pas avec une porte claquée. C'était avec un « on s'appelle » qui était petit et insuffisant et en même temps la chose la plus importante que j'ai entendue en 2 ans. J'ai senti dans ma poitrine ce soubresaut de quand le camion prend un dos d'âne qu'on n'a pas vu. Réel. Soudain. En juillet, Solène a trouvé le contrat. Elle rangeait des cartons rendus par Eric après des mois de résistance. Et parmi les papiers se trouvait un vieux contrat avec la signature de son père. Elle est restée plantée sur le parking avec le papier à la main, le soleil de juillet sur l'asphalte, l'odeur de diesel dans l'air, et a compris ce que ça signifiait sans que personne n'ait besoin de l'expliquer. Eric était entré dans sa vie en sachant exactement qui elle était. Ça n'avait jamais été un hasard. Je suis arrivé à l'heure habituelle. Je l'ai trouvée assise sur le bord du trottoir avec le papier plié sur ses genoux. Je me suis assis à côté d'elle sans rien demander. Le paysage était sec et doré comme il l'est en juillet, ce doré qui est beau et triste à la fois. Et un oiseau que je n'ai pas su identifier a chanté 3 fois dans le silence avant que l'un de nous ne parle. Quand Solène a parlé, elle a dit qu'elle avait appelé une avocate que Zélie lui avait recommandée, qu'elle allait régulariser la situation, reprendre le nom de son père, essayer de monter une affaire avec l'aide d'Agnès. « Bien, » ai-je dit. Nous sommes restés assis là, encore un moment. Le soleil de juillet, l'oiseau qui a chanté une fois de plus et est parti, l'asphalte chaud, irradiant la chaleur de bas en haut. Puis je me suis levé, je suis entré dans le relais, j'ai pris mon café habituel. Quand je suis sorti, Solène était toujours assise sur le trottoir, mais le dos plus droit qu'avant, comme quelqu'un qui a lâché un poids qu'il avait oublié qu'il portait. Le dimanche suivant, je suis allé à Aurillac. Raphaël a accepté le déjeuner. Nous sommes restés chez ma mère, qui a fait un poulet rôti avec des pommes de terre et a fait semblant que tout était normal. Après le déjeuner, nous sommes restés sur la terrasse, elle avec son ventre de 6 mois sur les genoux et moi avec le café noir fort de ma mère. Nous avons peu parlé, mais nous sommes restés là. Elle m'a montré l'échographie sur son téléphone sans commenter, a juste tourné l'écran vers moi. J'ai vu le contour d'un visage minuscule et j'ai senti une chose que je ne peux nommer jusqu'à ce jour, à la fois perte et arrivée, passé et futur, tout comprimé en 2 secondes. « Il ou elle s'appellera comment ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas encore décidé, » a-t-elle dit. « Si c'est une fille, peut-être Nadine. » J'ai avalé mon café pour masquer le nœud dans ma gorge. Ma mère a dit que j'avais toujours été têtu. Raphaël a eu un petit rire à côté. Un petit rire. De Raphaël. À côté de moi. C'était peu. C'était suffisant.
C'était le genre de début qui ne semble petit qu'à ceux qui n'ont jamais eu à reconstruire quelque chose à partir de zéro, de leurs propres mains, sans aucune garantie que ça tiendra le coup. Le lundi, j'ai repris la route, N88, les hauts plateaux s'ouvrant des deux côtés avec le soleil levant. Je suis passé devant le figuier à 6 heures du matin, la lumière encore rosée. J'ai ralenti. Je ne me suis pas arrêté, j'ai juste regardé. Le figuier était là, énorme et silencieux, les hautes branches se balançant avec le vent. Aucune sangle de bâche, aucune nuit d'octobre. Juste l'arbre, vieux et solide, qui avait été le commencement. J'ai passé la bonne vitesse et j'ai continué. Il y a des choses que la route conserve qu'on ne comprend que lorsqu'on arrête de la fuir. J'ai passé 23 ans à penser que c'était l'endroit où je me débarrassais de ce que je n'arrivais pas à affronter. C'est seulement maintenant que je comprends que c'était l'endroit où j'arrivais sans cesse. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Raphaël et moi avons encore des conversations difficiles à avoir. Gérard et Solène ont encore de nombreux matins de café au lait devant eux. Et je suis encore cet homme de peu de mots qui a appris sur le tard que le silence n'est pas la même chose que la paix. Mais je suis sur la route. Et cette fois, je ne fuis pas. C'est le seul nouveau départ qui existe. Pas le grand. Pas le propre, pas celui qui apparaît à la fin des films avec une musique de fond. Le nouveau départ, c'est celui-ci. Tu te lèves, tu prends la clé, tu mets le contact et tu y vas. Avec tout ce que tu es, avec toutes tes erreurs, avec tout ce qui pèse encore. Tu y vas. Et parfois, au milieu de la nuit, quand les hauts plateaux se referment des deux côtés et que le silence est trop grand, tu comprends que tu n'es pas aussi seul que tu le pensais. Ni moi. Ni elle, ni quiconque s'est un jour arrêté sur une route sombre et a choisi de ne pas passer son chemin. Vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets d'apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en donnant une note de 0 à 10, et merci beaucoup.